Top pour cette table ronde. Nous allons pouvoir maintenant dialoguer autour des thèmes, des questions qui ont été... S'il veut présenter les choses à ma place, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je n'ai pas préparé beaucoup de questions. Je pense que ça serait intéressant de favoriser le dialogue avec chacun dans la salle. J'ai quand même deux ou trois questions. La première, c'est... j'ai été très impressionné par... j'étais un petit peu au courant déjà, mais c'est toujours très impressionnant d'assister à une présentation des résultats obtenus par Francis Sergerard en topologie algébrique. Comment des calculs qui résistent quand même beaucoup aux possibilités humaines actuelles ont pu être comme ça traités de façon effective. Donc. Et ça me pose une question, alors à laquelle tout le monde ici n'aura pas forcément quelque chose à dire sur cette question précise. Mais enfin, c'est à cette occasion-là aussi le thème de l'effectivité qui peut intéresser par contre tout le monde. Et donc là, précisément, la topologie algébrique, est-ce que la topologie algébrique a un avenir dans les écoles d'ingénieurs? Voilà, je vais poser comme ça. Et la question, elle est entre autres pour Francis. Donc ce qu'on va faire comme ça, c'est que lorsque vous prenez la parole, je vous passe le micro pour que ça puisse être enregistré. Merci de la question. Alors la réponse est bien sûr oui, il y a un très grand avenir pour la topologie algébrique dans les écoles d'ingénieurs. C'est un sujet qui se développe à toute vitesse actuellement, essentiellement pour l'analyse d'images. Je pense que malheureusement la plupart d'entre nous passons tôt ou tard à la radio, à l'IRM, au scanner et compagnie. Et comme vous savez, quelquefois les médecins se trompent, quelquefois c'est catastrophique. Et donc l'un des sujets de recherche très actifs actuellement, c'est non pas d'essayer de totalement automatiser l'analyse d'images, mais au moins qu'on puisse de cette façon-là aider les médecins, les radiologues à faire leur analyse. Donc l'exemple du problème standard, c'est que vous prenez une radio du poumon, question, est-ce qu'il y a une menace de cancer du poumon dans cette radio-là ou au contraire pas? Et alors l'idée de traiter ça à coup de topologie algébrique, c'est qu'il y a bien sûr, il est très difficile de comparer toutes les radios du poumon possibles. Et donc, pour faire des comparaisons, on va essayer de simplifier l'image d'une façon ou d'une autre et d'attacher à cette image des invariants, le plus souvent numériques, pour dire à la fin, la probabilité qu'il y a peut-être une menace de cancer est égale à tant %. Et les invariants intermédiaires sont de nature topologie algébrique. Il faut repérer si telle forme figure ou ne figure pas dans la radio qui est présentée à l'analyseur d'image. Donc ça, c'est le problème de reconnaissance des formes, qui est un problème très ancien, de pattern recognition en anglais, donc qui est utilisé couramment maintenant, typiquement pour la lecture des adresses sur les lettres, pour lire les codes. Ça marche presque à tous les coups, pas toujours. Typiquement, pour distinguer un A d'un E, si vous savez ce que ça veut dire, le premier groupe d'homologie du A est égal à Z, alors que le premier groupe d'homologie du E est égal à 0. Donc le calcul du premier groupe d'homologie de l'image d'un caractère permet de distinguer le A du E. Donc ça, c'est un exemple extrêmement rudimentaire. En lettres capitales. En capitale, absolument. Oui, parce qu'en minuscule, ça change. Absolument. Alors donc ça, c'est un cas extrêmement simple, et bien entendu, on peut imaginer des perfectionnements de ces traitements d'images, ces analyses d'images, qui puissent aller beaucoup plus loin. Et typiquement, ce qui est beaucoup cherché actuellement, c'est l'analyse d'images médicales, de cette façon-là. Donc c'est un sujet qui est devenu très actif. Je pense ne pas exagérer en disant que chaque année, il y a actuellement à la louche 20, 30, 40 meetings qui parlent de ce problème-là.
Et la méthode numéro 1, c'est toujours méthode de topologie algébrique. Donc, ce que j'ai expliqué, et d'autres méthodes, il n'y a pas de seul, seront certainement, je pense, dans les 10 ou 20 prochaines années, traitées de façon standard dans les écoles d'ingénieurs, dont ce sera devenu un sujet de compétence. Alors, à partir de là, moi, ça me donnerait envie de poser une question peut-être plus à... Sécurité, tape sur ma tête pour relancer la vie autonome. Pardon. Non, mais c'est... C'est en fait, du coup, ça me donnerait envie de rebondir en posant plutôt une question peut-être à des personnes qui sont dans la salle plutôt qu'ici, s'il reste encore parmi nous des enseignants des classes préparatoires, parce que, bon, dans les deux sens, comment enseigner la topologie algébrique dans des ou dans certaines écoles d'ingénieurs alors que c'est de plus en plus difficile, sans exagérer, mais enfin c'est quand même pas évident d'enseigner des choses de base comme, je sais pas moi, la théorie des distributions ou des choses comme ça. Bon. Mais inversement, est-ce que les développements des possibilités informatiques qui s'appuient sur les développements mathématiques tels ceux que nous ont présentés Francis tout à l'heure ne seraient pas de nature à rendre plus intuitif l'abord de ces concepts et donc peut-être justement plus facile à transmettre, même si ça n'est pas de la manière classique, parce que de la manière classique ça va être quand même difficile avec des étudiants qui arrivent ici donc en bac plus 3 d'enseigner. Bon, alors on peut expliquer ce que c'est qu'un complexe de chaîne, on peut à la limite poser les groupes d'homologie, bon, mais et il faut du temps pour ça, homologie, cohomologie. Alors comment faire au niveau de l'enseignement, en termes d'enseignement. Mais peut-être que parmi les gens qui sont à côté de moi, certains chercheurs ont aussi des idées à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette question de l'enseignement, de concepts difficiles, mais néanmoins de plus en plus accessibles et nécessaires. Alors, monsieur et Jacques, tu voulais dire quelque chose, hein? Et puis ensuite on va passer. Ce qui me frappe du point de vue de l'enseignement de la topologie algébrique, c'est l'absence d'exemples que l'on peut prendre à un niveau extrêmement simple au départ et compliqué de plus en plus. Et ça, les nouveaux moyens informatiques dont on dispose maintenant nous permettent d'avoir des images animées. Oui. Donc je crois que ce serait absolument nécessaire d'introduire davantage au niveau enseignement des diapos avec animation. Alors, on va peut-être faire passer le... Je crois qu'il y avait deux micros, donc on va peut-être pouvoir se partager avec un micro pour la salle. Je vais tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit, enfin, quand on voit ce qu'il y a sur le site mathcao.org, des travaux de Kendix et sur l'économisme et comment par exemple on peut faire sentir ce que c'est des choses assez avancées comme une mesure SRB. Je crois que effectivement s'il y avait le même genre de choses, ou ce qui a été fait sur le film des dynamiques du lapin, sur l'ensemble de Julia, ou des choses comme ça, si la topologie algébrique pouvait être introduite en termes des questions qu'elle cherche à résoudre, un peu son cheminement historique, ça aiderait à motiver les étudiants à ensuite aborder la partie purement, qui ne peut passer que par la sueur. Mais au moins déjà qu'on sache pourquoi on s'y intéresse, d'où ça vient, quelles questions on se pose, c'est déjà énorme pour motiver les étudiants. Est-ce que quelqu'un... Les étudiants, d'ailleurs, les ingénieurs. Oui.
eu à faire une courte présentation de topologie algébrique à un public... Est-ce qu'il est ouvert, le micro? C'est bon, C'est bon. c'est bon comme ça? Merci. Donc une courte présentation de topologie algébrique à un public d'ingénieurs et de cadres, d'ingénieurs et chefs de service. Et l'intérêt de ces présentations-là, c'est qu'on a affaire à un public qui se rappelle vaguement des mathématiques de base. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un graphe? Qu'est-ce que c'est qu'un graphe planaire? Qu'est-ce que c'est qu'une classe d'équivalence? Et des chefs de service, des cadres, des chefs de projet, qui eux ont besoin de comprendre le cœur des choses, le cœur des choses et rapidement. Donc, vous croisez votre chef dans l'ascenseur, et puis dans la durée du trajet, vous devez comprendre ce que c'est que topologie algébrique. Et en grattant, en dépoussiérant, en décortiquant tout, la manière que j'avais trouvée pour démarrer le sujet, c'est de parler des relations de l'air des graphes, du nombre de signes dans un graphe, des relations de l'air des graphes planaires, qu'est-ce qui fait qu'un graphe est planaire ou pas, comment on fait pour s'en débrouiller. Et ensuite, en embrayant là-dessus et en montant un tout petit peu en abstraction avec la relation de l'air, c'est U moins V, c'est l'histoire du bord, là. Si je suis équivalent à mon voisin, si notre différence a un bord nul, quelque chose comme ça. En montant en puissance comme ça, avec les matrices Bohr et avec la relation d'équivalence, ces quelques petites marches-là permettent d'accrocher le sujet. Et ensuite, avec quelques dessins très simples, de type un tétraèdre ou une bouteille de Klein, pas trop compliqué, ou on fait dans le bus, on arrive à faire comprendre le cœur des choses aux gens et à faire comprendre comment on calcule les invariants et comment on a cet enchaînement d'espace avec l'application Bohr qui s'envoie comme ça. Donc c'est pas si faire comprendre le cœur des choses, faire attraper le cœur des choses à des gens qui n'ont pas toute la culture, c'est pas si loin que ça en fait. Il y a un micro qui vous arrive et puis... J'interviens pour aller aussi dans votre sens, pour parler de quelque chose qui est quelque chose de plus mystérieux, qui est le sens des maths, qui fait que certaines personnes voient des maths et ont instantanément un grand plaisir à comprendre les choses, et ce plaisir-là est parfois peut être extrêmement difficile à comprendre et complètement inaccessible pour quelqu'un qui n'a jamais ressenti ou qui n'a pas été éveillé à ce genre de jeu d'esprit qui procure énormément de plaisir et qui fait que les gens y reviennent et augmentent leur culture mathématique et leur puissance mentale d'analyse et d'abstraction. Et là-dessus, je ne sais pas s'il y a un gros travail qui a été fait pour bien identifier ce que c'est que le sens des maths, les différents plaisirs que l'on peut prendre à comprendre un concept mathématique et après à l'utiliser et à le rendre effectif dans sa vie et comment ça se passe et comment on peut réussir à le transmettre avec tous les moyens d'image, etc. Donc si jamais il y a des gens qui formalisent ça correctement, je pense qu'il y aura beaucoup de clients. Oui, si je peux me permettre de critiquer l'usage que vous avez fait de matrice Bohr, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il faille parler de matrice Bohr d'abord dans l'enseignement. Il faut parler d'opérateur Bohr. Et puis ensuite, peut-être montrer que cet opérateur, quand on prend un système de repères, peut s'exprimer par une matrice. Mais je crois qu'il est important toujours d'appuyer la distinction à faire entre opérateur et matrice qui traduit un opérateur. J'ai une place centrale, comme le micro passe par ici, ben j'en profite. Juste sur ce point-là, ça dépend de la culture des gens à qui on s'adresse, parce qu'il y a des gens à qui une matrice parle beaucoup plus. Et donc c'est peut-être un débat. Mais je signale que Jacques Riguet a participé à un ouvrage qui a été réalisé par un psychologue qui s'intéressait au fonctionnement des mathématiques. Tu avais répondu à une interview, c'était Nimier, non? Voilà. Jacques Nimier, donc sur ce type de questions, voilà. Mais moi, je dirais pas le plaisir de comprendre instantanément les mathématiques, puisque mais il y a le plaisir de instantanément ne rien comprendre d'abord, et puis voilà. Ça,
Après, il faut du temps. Mais... Alors, pour Francis, je crois qu'il demandait la parole. Je voulais dire que la situation de la topologie algébrique est effectivement un petit peu particulière. C'est un peu analogue à l'accident du Minitel. Le Minitel était une très belle invention française. Malheureusement, le succès du Minitel nous a coûté cher après parce qu'on était complètement largué quand il a fallu se raccrocher à un caméra. Alors pour la topologie algébrique, c'est un petit peu la même chose. La topologie algébrique est née essentiellement, dans le style actuel, est née essentiellement en France dans les années 50 autour de Cartan et de Serre. Et à ce moment-là, ce qui dominait le paysage mathématique, c'était le style topologique ouvert, fermé, espace normaux, espace compact, et compagnie. Ce style de topologie, pas totalement, mais enfin il a quand même beaucoup disparu du paysage. Et le point de vue moderne en topologie algébrique, qui est en fait beaucoup plus abordable que le point de vue ancien, c'est le point de vue combinatoire. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper de la topologie algébrique d'un espace topologique, ce qui est extrêmement difficile à définir, il faut utiliser l'homologie singulière, c'est extrêmement technique, extrêmement compliqué, et en fait, il n'y a pratiquement pas d'application directe. Au lieu d'utiliser le point de vue topologie classique, c'est beaucoup plus intéressant maintenant d'utiliser le point de vue combinatoire. Combinatoire, c'est-à-dire complexe simpliciaux, ensemble simpliciaux, graphes, par exemple, dans l'exemple qui est donné avant. Et dans ce cadre-là, la topologie algébrique, subitement, devient beaucoup plus palpable, beaucoup plus facile à aborder que par les méthodes classiques. Autrement dit, il ne faut surtout pas lire des livres de topologie algébrique des gens qui m'ont enseigné la topologie algébrique il y a plutôt 40 ans, 50 ans. Il y a des livres maintenant, il y a en particulier un livre de Michel Koch, et puis de Polonais, Mrozek, et puis je me rappelle plus du troisième. Donc, topologie algébrique effective, je crois que ça doit s'appeler. Ah oui. Ou calculatoire, enfin un truc de ce là. Et il y en a un autre qui est paru il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans, Edelsbrunner. Ça se lit honnêtement sans aucune difficulté d'abstraction. Le contenu de chaque page de texte est extrêmement concret et donc l'obstacle de l'abstraction n'en est pas du tout un. Alors que classiquement, tout le monde voit la topologie algébrique comme un machin épouvantablement abstrait. Il n'y a que quelques extraterrestres qui peuvent comprendre de quoi ça parle. Donc le point de vue a complètement changé. Bon, donc c'est des références à mettre en lien sur je ferai une page qui répertorie avec toutes les contributions, même Sylvain, si on trouve le moyen de mettre quelque chose en plus des vidéos, bien sûr. Donc on pourra aussi mettre des références et celle-ci semble extrêmement intéressante. Je vais peut-être lancer le débat dans une autre direction maintenant. C'est lié à la façon dont la journée a été construite, mais enfin il ne vous aura pas échappé que entre les processus créatifs dont a parlé André Reisman, la robotique avec Nao et Cyril Colette, les langues naturelles avec Sylvain Kahn, on a le sentiment qu'il y a actuellement une effervescence du côté de l'intelligence artificielle, du côté de la robotique, et simultanément il y a un développement parfois impressionnant des sciences cognitives, et on pourrait se dire que c'est d'abord et avant tout l'affaire des informaticiens, des biologistes, des neurobiologistes, etc. Mais dans cette montée simultanément vers la conscience et vers la complexité, quelle serait réellement la place des mathématiques dans cette aventure très actuelle? Est-ce que, là encore, l'impérialisme naturel et sympathique des mathématiques va se manifester? Est-ce que nous allons, nous, mathématiciens, manger tout et comment vous voyez les uns et les autres la place des mathématiques dans cette aventure-là? Alors, qui veut... Sylvain? Donc moi je suis en sciences humaines, de professeur de linguistique. Donc je peux aussi répondre sur la partie enseignement. Donc j'enseigne à un public qui a pas fait de mathématiques, enfin qui en général a choisi les sciences humaines parce qu'il était en échec en mathématiques. Et donc évidemment il faut aborder les problèmes en cachant souvent le fait qu'on fait des mathématiques. Et ils sont en général assez contents de découvrir qu'ils comprennent des problèmes mathématiques quand ça part de problèmes qu'ils ont
de problèmes de modélisation qu'ils ont. Et au niveau de mes collègues, il y a un peu le même problème, c'est-à-dire que je suis dans une communauté où les gens ont très peu de culture mathématique et en particulier ils ont beaucoup de mal à comprendre la complexité des objets et ils travaillent avec des objets extrêmement simples. En linguistique, ça fait à peu près 60 ans que les gens travaillent uniquement avec des arbres. Et la plupart de mes collègues sont persuadés qu'une structure syntaxique, ça ne peut être qu'un arbre, ça ne peut pas être plus complexe que ça. Et donc là, il y a vraiment... je pense que le jour où les gens avec de la culture, pas seulement des mathématiciens, mais simplement des gens avec de la culture mathématique, vont rentrer dans ces champs-là, dans ces champs disciplinaires-là, les disciplines vont énormément évoluer. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et alors, oui, André ? Je ne me placerai pas du point de vue enseignement, mais du point de vue recherche, je pense que toutes ces disciplines autour des sciences cognitives et tout ça sont très importantes pour non point appliquer des résultats connus en mathématiques, mais pour permettre de développer de nouvelles notions mathématiques bien adaptées. Les mathématiques jusqu'à maintenant ont été souvent adaptées essentiellement aux sciences physiques. Et actuellement, je crois que c'est dans les sciences biologiques, cognitives, que les mathématiques peuvent espérer avoir un renouveau et arriver à de nouvelles notions. Donc ne pas chercher des applications des mathématiques, donc mathématiques qui essayent d'imposer son idée, mais au contraire, le mathématicien, humble serviteur, qui va essayer de comprendre et de proposer des modèles. Alors, dans la salle... Je reviens un peu sur cette histoire, après 40 ans de vie professionnelle, sur cette histoire de motiver le métier de l'ingénieur sur les maths. J'ai découvert avec mon métier d'ingénieur de production tout l'intérêt de la modélisation de phénomènes physiques, mais ça peut être aussi de phénomènes de sciences humaines, dans la productivité de notre travail, quoi. Et aussi dans la meilleure compréhension de nos intuitions physiques, concrètes, ou de ce qui se passe. Et j'ai vu une émission sur Arte formidable, il y a quelque temps, sur Einstein, toute cette époque de la fin du 19e, début du 20e, où quasiment toutes les bases de la mécanique quantique ont été découvertes, avec Schrödinger, avec Bohr, avec Maxwell, avec voilà. Et ils ont... c'est vraiment le travail collaboratif qui a produit toute la connaissance sur le sujet, parce qu'il y avait des physiciens d'un côté qui avaient des intuitions, des observations, qui faisaient des expériences, mais qui n'arrivaient pas à modéliser, à mettre en équation ce qu'ils voyaient. Et ils ont été chercher des mathématiciens, par exemple Maxwell, pour expliquer les phénomènes qu'ils voyaient. Alors il y a eu des Autrichiens, des Néerlandais qui ont travaillé ensemble, voilà. Il y a eu aussi des couples qui se sont formés, qui, voilà, l'émotion a motivé la passion de la science, etc., quoi. C'est ça qu'il faut arriver à faire passer, et que moi j'avais pas trop compris quand j'ai fait des maths à l'école d'ingénieur, quoi. Voilà, l'aspect modélisation, c'est vraiment montrer ça, ça donne de l'intérêt à travailler les maths. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions sur ce point précis, je vais poser ma troisième question. Tout à l'heure, en aparté, Sylvain Kahn m'a dit les catégories ont été très présentes aujourd'hui. Et effectivement, j'avoue, les années passées, j'annonçais la couleur. Cette fois, je n'ai rien dit. Mais c'est le rapprochement entre le monde de l'ingénieur et
le monde le plus abstrait, parce que quand même la théorie des catégories, on parlait d'abstract nonsense, donc il y a toute une histoire de la théorie des catégories en France, mais finalement aujourd'hui on en a parlé comme si c'était une branche des mathématiques bien connue de tous, et puis voilà, et surtout ça, par exemple dans l'exposé de Jean-François Rameau, c'était assez frappant, parler d'amélioration, d'abord d'amélioration au niveau du temps de calcul, et puis des outils collaboratifs extrêmement intéressants. On est loin quand même de l'abstract nonsense. Donc j'ai envie de poser cette question un peu à tout le monde, les catégoriciens et les non-catégoriciens. Comment voyez-vous la relation entre la théorie des catégories et le reste des mathématiques et le reste de la science en général? Les autres domaines apportent-ils quelque chose aux catégories? La catégorie apporte-t-elle quelque chose d'intéressant en mathématiques et au-delà des mathématiques? Alors, je pense que la théorie des catégories a son intérêt parce que c'est à la limite entre la mathématique, la métamathématique, la logique. Donc c'est de ce point de vue-là que je pense que la théorie des catégories a une certaine importance. Il faut voir qu'initialement la théorie des catégories avait juste été introduite pour unifier l'algèbre et la topologie, donc dans un cadre relativement restreint. Ce n'est que, donc là c'était dans les années 40, avec MacLane, Allenberg et MacLane. Ce n'est que à la fin des années 50 qu'il y a eu trois articles importants, celui de Grothendieck sur les catégories abéliennes, celui de Kahn sur les foncteurs adjoints, et celui de Charles Haussmann sur la notion d'espèce de structure. Et l'intérêt de ces articles, ça a été de montrer que les catégories n'étaient pas seulement une branche des mathématiques, mais avaient une structure qui essayait d'une certaine façon de modéliser les opérations du mathématicien lorsqu'il fait de la recherche. On essaye d'unifier. Donc, elles ont permis une certaine unification des mathématiques. Attention, pas l'unification des domaines spécialisés, des résultats spécialisés dans un domaine, mais permis de voir que dans tous les domaines de mathématiques, il y a un certain nombre d'opérations, et que d'ailleurs, je pense, sont simplement les opérations que l'esprit humain peut faire, donc en particulier les notions de colimite, de limite, enfin toutes ces notions de foncteurs adjoints, toutes ces notions, et la notion d'espèce de structure qui unifie les différentes structures mathématiques, qui montrent ce qu'il y a à la base des structures mathématiques. Donc de ce point de vue-là, les catégories ne sont pas exactement comme un autre domaine. Souvent d'ailleurs, elles sont très abstraites, je suis d'accord, mais d'un autre côté, elles ne requièrent pas non plus une spécialisation dans un domaine donné. Donc ça peut passer relativement facilement. Après tout, une catégorie, c'est avant tout un graphe. Un graphe qui a une propriété de composition, donc une sorte de fermeture interne en plus. Bon, c'est quelque chose que, enfin moi, quand je faisais l'enseignement, il y a bien longtemps, j'ai très bien pu faire passer à des étudiants de première année. Il n'y avait aucune difficulté, justement à ce moment-là, parce qu'après, ils commenceront à avoir peur. Mais en première année, c'était relativement facile à faire passer. Donc je crois que de ce point de vue-là, les catégories sont importantes. Jean-François, tu as le micro, tu ne veux pas le garder juste parce que tu es quand même dans une position intéressante par rapport à ça, puisque tu es chez Dassault Systèmes, vous n'êtes pas payé juste pour produire des poèmes abstraits, et tu as témoigné tout à l'heure pendant ton exposé de ce que ton directeur de recherche t'avait incité à aller vers les catégories. Depuis, on l'a identifié, il est dans la salle. Mais
je pense que par rapport à ce que viennent de dire ton voisin de gauche et ton voisin de droite, tu as quand même peut-être un témoignage à apporter. Comment, quand on est dans un cadre de recherche industrielle, avec les applications qui sont dans la nature même du travail, eh bien, on peut s'intéresser aux catégories, et qu'est-ce que ça implique, j'allais dire, socialement, quoi. Les catégories, est-ce que c'est marqué d'une certaine façon Effectivement, c'est mon directeur qui m'a dit tiens, tu devrais regarder les catégories, et ce que j'ai dit juste après dans la conférence de ce matin, c'est que je me suis documenté sur les catégories, et là j'ai pleuré. Parce que je suis tombé sur des articles complètement creux, complètement insignifiants, où c'était des petits graphes tout naïfs qui se couraient après avec des petites flèches, des petites propriétés complètement naïves, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quel problème ça va me résoudre? Et j'ai comme ça tâtonné un peu jusqu'au moment où je suis tombé sur les grammaires de graphes. Et là j'ai compris toute la puissance de la structure des putbacks, des push-outs, de la règle de réécriture avec le double push-out, etc. Et là je me suis dit effectivement, je n'ai pas tout compris au début, mais là je sens bien qu'il y a de la substance, il y a du costaud. Et effectivement, grâce à cette puissance structurelle, quand on écrit une règle de réécriture, on a à gauche ce qui va changer, au milieu, la colonne du milieu c'est ce qui est invariant, et à droite c'est ce qui est nouveau. Et quand on a structuré le problème comme ça, ce qu'on citait ce matin, on n'a plus qu'à dérouler la pelote pour finir de résoudre. Donc pour moi les catégories c'est quelque chose d'encore assez mystérieux, mais qui se manifeste concrètement par des applications de type grammaire. Je terminerai en disant, continuant sur mon effet de l'ascenseur, si je croisais mon directeur de recherche qui me demande qu'est-ce que c'est les catégories dans l'ascenseur, je dirais c'est la structure des structures. Bien, écoutez, bon, j'aurais encore des questions, mais je crois que tout le monde est un peu fatigué après cette journée pluvieuse. Les questions. Alors oui, par contre, s'il y a des interventions sans questions particulières, mais des interventions spontanées, et des questions posées aux uns ou aux autres, ou simplement des témoignages ou l'expression de point de vue, je crois qu'ils sont les bienvenus. Donc, trouvez un micro et... Je peux parler un peu. Il y a une question pour Naou, enfin pour l'institut Naou, mais qui peut peut-être avoir des jointures avec la linguistique et puis la topologie. Il y a un thème à la mode en ce moment, c'est les objets communicants. Alors, c'est pas pour faire parler un frigo avec un autre, mais dans le cas des robots, on peut imaginer, et d'ailleurs ça a été écrit par les gens qui travaillent sur ce thème, qu'un robot pourrait avoir avantage à communiquer avec un autre pour échanger des expériences, plutôt que de recalculer la solution d'une situation dans laquelle il se trouverait. Ce qui suppose que le robot analyse le contexte, que celui-ci soit modélisé, qu'on trouve une question qui a du sens à transmettre à un autre robot qui aurait vécu la même situation, et qu'à l'inverse, une réponse lui arrive, ce qui peut lui dispenser d'utiliser le CPU pour calculer la solution qu'il doit trouver face à un contexte. Est-ce qu'il y a des recherches donc dans l'équipe NAO de ce type, communication intelligente, échange d'expériences avec au passage modélisation des contextes, et est-ce que cette problématique a un rapport avec le thème que je connais vraiment très mal, sinon pas du tout, la topologie algébrique, la modélisation du sens, comme vous en avez parlé aussi cet après-midi. Voilà la question. On voudrait interagir avec un robot comme on interagit, qui nous comprenne quand on lui parle. Et donc on a un vécu avec le robot et on a des habitudes. Et peut-être qu'un autre robot va capter nos habitudes et les mettre en commun entre les robots ils vont quelque part capitaliser l'information et mieux pouvoir répondre à nos attentes. Donc dans le cadre d'avoir un robot autonome qui interagit le mieux possible avec nous, oui, c'est une direction qui est intéressante. Après, dans la mise en œuvre, ça reste
Ça reste encore, beaucoup de choses restent à faire. Mais je pense que de ce point de vue-là, faire communiquer des robots pour partager l'expérience qu'ils ont en communiquant avec une personne qu'ils arrivent à identifier, c'est un point important. Ce robot, il a une connexion Wi-Fi et c'est pas pour rien. Si vous lui posez une question, peut-être pas celui-là, mais celui de la prochaine génération, vous allez lui poser une question et la première chose qu'il va faire, c'est se connecter sur le web et d'aller chercher l'information sur le web. Et donc pour ça, il a besoin de savoir traiter de la langue naturelle, parce que les informations sur le web, elles sont en langue naturelle. Donc, par exemple, d'aller sur la Wikipédia, et il va certainement trouver la réponse de la même façon que vous êtes capable de trouver la réponse sur la Wikipédia. Mais ma question pointait sur quelque chose d'un petit peu plus difficile peut-être. Le robot est dans une pièce, il doit franchir un obstacle qu'il n'a jamais vu, une topologie qu'il ne connaît pas. Il détecte quelque chose qu'il ne doit absolument pas renverser. Il communique avec son environnement via Wi-Fi, via un formalisme qui reste à trouver. Un échange d'expérience lui donne quelques éléments de réponse qui lui évitent de calculer cette situation qui pourrait lui prendre des heures. C'était plutôt dans ce sens-là ma question. Donc reconnaissance topologique, formalisation du sens et du contexte, du sens de la question et du contexte, décodage de la réponse et application de ce qu'il reçoit. C'était plutôt dans ce sens-là, pas spécialement avec une personne. Oui, mais on peut dire que de toute façon, on a tout type d'informations maintenant en ligne. Donc on a aussi du code, on peut aller chercher même un script particulier pour résoudre un problème particulier. Donc, ça c'est un type de réponse. Il y a une autre direction par rapport à la question que vous posez, c'est celle de réseaux dont la structure est dynamique. Par exemple, c'est pas forcément des robots, ça peut être les véhicules qui constituent le trafic automobile et qui vont communiquer ensemble des informations sur l'état du trafic ou sur la météo et former tous ensemble une espèce de calculateur géant, mais dont la structure est dynamique. Alors nous avions eu l'année passée Bertrand Ducourcial qui était venu faire un exposé sur ce type de questions. Et par ailleurs, les outils qui sont développés autour des gens de l'IRCAM, de Jean-Luigi Avito et avec lesquels André Ressman travaille, traitent de ce type de questions. Donc ils ont développé des outils, un langage informatique qui est spécialement orienté vers les réseaux dynamiques. Et bon, c'était pas exactement le sens peut-être de votre question, mais il me semble que c'est lié. Hein. Alors, Francis Oui, le problème qui était mentionné tout à l'heure d'un obstacle rencontré par le robot, le problème classique en robotique, je pense qu'il est très étudié chez vous, c'est le problème des déménageurs de piano. C'est-à-dire, vous avez des déménageurs qui ont un piano quelque part et ils sont missionnés pour installer le piano ailleurs. Problème, vous savez qu'un piano à queue est une forme assez compliquée, donc il peut faire des manipulations éventuellement très complexes, peut-être nécessaires ou même peut-être impossibles pour réussir le déménagement. Donc, c'est un problème qui est maintenant classique en robotique, dont la solution consiste à examiner l'espace de toutes les positions du piano par rapport à l'environnement qui est fixe. Et pour savoir s'il est possible de déménager le piano de l'endroit 1 à l'endroit 2, il faut savoir si 1 et 2 sont dans la même composante connexe. Oui. Et ça, c'est un problème de topologie algébrique. Il faut étudier l'espace en question et voir s'il y a une connexion entre les deux. Par rapport à ce que vous avez expliqué, on peut imaginer que dans un avenir pas si lointain, et je ne sais même pas si ce n'est pas déjà un petit peu possible, quand le robot rencontre un obstacle, il est chargé de missionner, de transmettre à un programme ad hoc la configuration du terrain, avec comme problème, je suis là, je veux aller là, le problème a-t-il une solution? Donc un programme standard de solution du problème du déménageur du piano, normalement, doit pouvoir résoudre ce problème. Donc le robot transmet le programme à je ne sais quel serveur, le serveur fait mouliner sa machine et répond oui ou non c'est possible, et si c'est possible, il explique comment. Donc
tentative d'explication par rapport à ce que vous dites. Ou la topologie algébrique, bon, c'est le pi0. Le pi0, c'est l'ensemble des composants connexes. Enfin, c'est déjà pas simple du tout. Les gens qui ont travaillé sur le problème du piano, ils en ont bavé. Je veux bien compléter. Oui, donc là, on évoquait un peu planifier des mouvements en lançant plein de calculs aléatoires. Moi, je crois pas que c'est ce que l'homme fait. Bon, bien sûr, puissance de CPU, il faudrait des heures pour calculer un chemin pour passer un piano. Mais bon, nous, on y va plutôt en mode essai-échec, quoi. Je vous pousse un peu là, ça tape, je regarde. Le robot, en fait, il peut avoir une caméra 3D, des sonars, etc. Donc, mais en tout cas, il n'aura qu'un seul point de vue sur la scène. Et en fait, les outils de planification, il faut avoir une bonne modélisation complète de la scène. Et dès qu'un mur, bon, le mur ne va pas bouger, mais dès qu'une table bougera, il faudra que je replanifie tout mon mouvement. Et moi, je pense qu'il vaut mieux avoir une approche plus réactive face à la scène, en utilisant les capteurs du robot pour s'en sortir. En tout cas, dans ce genre de situation, la planification, c'est intéressant en soi de l'étudier, ça peut servir dans des situations, mais c'est pas forcément la réponse à toutes les situations, et c'est pas forcément ce que fait l'homme dans tous les cas non plus. Jacqueline ? J'ai une question très pragmatique. J'ai une question très pragmatique. Il a quand même un fil à la patte, le robot, là. Et son autonomie, je sais pas s'il y a un principe de batterie, d'énergie solaire, je sais pas quoi, mais si on lui coupe le fil à la patte, il est autonome combien de temps? Donc sur Nao, c'est 1 heure. Donc oui, il a une batterie dans son dos. Non, c'est intégré. Peut-être si on lui met un sac à dos, il peut doubler le temps. Mais voilà, c'est une autonomie d'1 heure. Oui, il y a une série télé, une série étrangère, donc le titre a été traduit en français par Real Humans, je crois. Comme on est à la veille de la modification de la loi sur l'utilisation du français dans l'enseignement, je le signale en passant. Donc Real Humans, oui, c'est une bonne traduction française. Et effectivement, les personnages de cette série ont besoin régulièrement de se brancher pour se recharger les batteries. Oui, oui. Et nous aussi. Et nous aussi. Alors écoutez, moi je n'ai plus de... Enfin si, j'aurais plein de questions, mais plusieurs d'entre elles ont déjà été largement abordées. Et donc, disons que je n'ai plus de questions. Donc, est-ce que quelqu'un veut conclure ces échanges en disant quelque chose Il n'y aura pas de regret. Alors écoutez, je vais prononcer la fin de la journée maintenant et je vous dis probablement à l'année prochaine. Voilà.